On va passer un peu à un autre sujet. C'est un peu plus l'idée de regarder jusqu'à quel point, une question qui est venue avec Richard, quand on a travaillé avec le projet de maîtrise de Catalina, c'est répondre à ces questions-là de combien d'acquisitions éventuellement sont nécessaires en utilisant les modèles d'auteur de la canopée pour élaborer des modèles robustes. Donc, l'idée est de dire, déterminer quelle combinaison, est-ce que ça prend 2 acquisitions, 3 acquisitions, et les temps entre les acquisitions pour évaluer un peu la performance des attributs dendrométriques d'intérêt. Autre que ça, on a regardé également l'idée de voir aussi cet aspect temporel. Donc, évidemment, ces colloques-là, ils montrent vraiment l'intérêt de comment on rend de plus en plus opérationnel l'extraction des données. Nous, on s'est basé surtout des données ALS, non aéroportées. On sait que la question de déterminer l'intervalle d'acquisition est pertinente. Il y a d'autres questions également, l'avancité des points, etc., le moment, hors feuille, feuille, etc. On sait que la littérature présente qu'en général, les peu de modèles qui sont disponibles font en sorte que les acquisitions rapprochées semblent bien représentées ou semblent permettre de construire des modèles assez robustes. Nous, on a la chance d'avoir à la forêt d'enseignement de recherche au lac du Parquet, donc c'est un territoire protégé dans le sens de la loi, dans lequel on peut faire de l'expérimentation. Et à cause que dans ce territoire-là, on pouvait avoir suffisamment de vols LIDAR sur une longue période de temps, environ une vingtaine d'années, et 21 ans pour être précis. Et l'idée, c'est justement travailler à identifier comment ces modèles-là pouvaient nous permettre de construire des modèles spatiaux et temporels. Donc, les objectifs de Caroline étaient 3 objectifs, je dirais, principaux. Le principal objectif était de voir justement quelle combinaison ALS pourrait améliorer la prédiction des attributs forestiers. Et ça, on l'a fait en sachant qu'on avait suffisamment d'évidence que les modèles ne performent pas pareil si on est en peuplement mixte, feuillu ou résineux. Ça, c'est le premier élément. Dès là, regardez aussi, il y a passablement d'évidence comme de quoi les modèles faits avec LIDAR sont généralement produits à l'échelle locale, donc dans des conditions spécifiques. Et lorsqu'il vient le temps de les extrapoler, ça génère beaucoup de difficultés. Donc, on voulait répondre à ces questions-là. Est-ce qu'on peut élaborer un modèle à un endroit avec une caractéristique de la végétation et les transposer dans une autre type de végétation dans le même territoire et regarder ça. Donc, elle a profité justement d'une espèce de la composition et un peu des caractéristiques de la végétation dans la forêt d'enseignement recherche du Parquet. Et l'autre question que ça a imposé pour Carolina, c'est de voir quel type de modèle qui permettent de regarder ces attributs dendrométriques répondent les mieux, c'est-à-dire la régression linéaire étant une méthode paramétrique qui permet, entre autres, de comprendre bien l'intérêt de chacune des variables dans la réponse du modèle, et aussi des méthodes non paramétriques comme Random Forest. Plusieurs de nos travaux, Random Forest performe passablement bien, donc on voulait tester un peu la contribution de chacun. Donc, suivant. Donc, je vais vous parler justement de notre forêt d'enseignement et de recherche lac du Parquet. Pour ce titre d'exemple, je suis le directeur de cette forêt d'enseignement de recherche. Et ce que vous voyez dans la section au centre, c'est le territoire, dont la partie aménagée. C'est environ 100 km² de territoire, donc composé ici par 2 feux qui ont dominé un peu la structure de la végétation. Donc, vous voyez ici un feu de 1760, puis un feu de 1923. Et donc, évidemment, la végétation change. Donc, dans 1760, on a une succession un peu plus, donc 300 cohortes, donc un peu plus avancée en tonnes d'âge, qui est dominée essentiellement par des espèces de films de succession, comme notamment le sapin baumier et l'épinette noire, un peu d'épinette blanche. Et dans notre secteur, dans 1923, c'est le dernier feu qu'on a eu sur ce territoire-là, sont des espèces plus de début de succession. Donc, la présence de pins gris, les papiers flottants, le bouleau blanc dominent dans ce territoire-là. Et également,
ce territoire-là possède une historique de 300 ans de feu, donc c'est pour ça que c'est un territoire d'intérêt et qui se trouve plus dans la zone de conservation de la forêt de lac du Parquet. Donc, dans ce secteur-là, on va y revenir tout à l'heure, contrasté, on va pouvoir tester l'aspect temporel. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme des données de base pour Carolina? C'était plein de données d'inventaire, environ 600 parcelles, en fait un peu plus, qui sont utilisées pour l'inventaire généralement pour les territoires. Ces parcelles-là ont été en fait séparées par type découvert, feuillus, mix retenu, basées surtout sur les données de diamètre converties en surface terrienne. Chacune de ces parcelles-là, on avait l'auteur des arbres dominants et les diamètres de tous les arbres. Et à partir de ces données de terrain, on a construit, basé sur des équations qui sont disponibles, des fonctions des volumes et des surfaces terriennes. Et pour les territoires en question, je disais que c'est un territoire d'intérêt. Les données sont là. Si jamais vous êtes intéressé à explorer d'autres avenues avec ça, on a des données ALS 2003, 2007, 2017 et la dernière 2023, avec une densité moyenne des points de retour entre 3 et 15, dépendamment de l'année de l'acquisition. Et on a construit pour chacune de ces 4 acquisitions-là de raster à 1 mètre de hauteur, avec un modèle de hauteur de la canopée, évidemment, et également le modèle des terrains qui nous a permis d'extraire certains métriques en lien avec chacune de ces parcelles-là. Donc, vous comprenez très bien que c'est un système basé sur la surface dans lequel on a travaillé. Pour chacune de ces parcelles, on a distribué les normes d'observation de terrain en fonction des acquisitions pour être les plus rapprochés possible. Donc, on a suffisamment des parcelles au moment de la capture de ALS. Suivante. Donc, ici, vous avez juste un aperçu rapide un peu des modèles qu'on a utilisés. Le point d'intérêt ici, c'est que les modèles ont été revisités, à savoir occuper la même position dans le raster. Ça, c'est important. Une autre chose que Carolina a réalisé également, il a utilisé des points d'intérêt pour observer si des installations permanentes, notamment des bâtiments présents sur le territoire, il y avait une hauteur cohérente parmi toutes les acquisitions réalisées. Et ça pour les 4 acquisitions. Évidemment, les parcelles qu'elle a entraînées, c'est des parcelles de forêt matures, dont les modèles répondent essentiellement à ce type de forêt, mais pas nécessairement que à ce type de forêt. Suivante. Donc, je laisse la parole à Carolina qui va vous expliquer plus en détail un peu sa méthodologie et ses résultats. À toi, Carolina. OK. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter la modélisation que nous avons réalisée. Les variables d'intérêt ou à prédire que nous avons c'est l'auteur de l'oreille, la surface terrienne et le volume marchand. Comme Osvaldo a dit, nous avons réalisé l'analyse temporelle. Nous avons stratifié le modèle pour type découvert et avec les combinations LIDAR, nous avons réalisé des paires, triplettes et toutes les années combinées. Et pour l'analyse temporelle, nous avons ajusté 66 modèles. Pour l'analyse spatiale, nous avons profité des 12 secteurs ici dans la figure et nous avons utilisé la stratification aussi, mais dans ce cas, nous avons ajusté des modèles pour les couverts résineux et les couverts mixtes. Et nous avons utilisé toutes les données, toutes les acquisitions LIDAR pour ajuster les modèles parce que nous avons plus de données. Pour l'analyse spatiale, nous avons ajusté 8 modèles. Les méthodes non paramétriques que nous avons utilisées, c'est le random forest. Et pour les paramétriques, la régression linéaire multiple. Et nous avons réalisé la sélection de variables en chaque modèle et la validation croisée aussi.
Et pour l'évaluation de la performance, nous avons utilisé les coefficients de corrélation, les root mean square error et les mean error. Ici, je vais montrer les résultats de l'analyse temporelle pour l'auteur de l'oreille. On peut voir que pour les random forest, c'est la couleur vert et les linear regression, c'est la couleur orange. Et nous avons les multitemporelles combinations dans les X, Y, et les coefficients de détermination ici. Nous pouvons voir que pour le résineux, nous avons des résultats supérieurs à 60% pour le coefficient de détermination, spécialement pour la combinaison 2007-2017. Pour les fouillous, les résultats sont pas bons. Pour la régression linéaire, nous avons quelques modèles qui ne marchent pas. Et nous avons les mieux résultats pour la combinaison 2007-2017 aussi. Et pour les couverts, nous avons des résultats intermédiaires. Et on peut voir que les random forest performent mieux que les linear regression. Et nous avons aussi la mieux combinaison est la 2007-2017. L'importance des variables pour les random forest, on peut voir que pour les résineux, les variables les plus importantes sont les percentiles Caramband, désolé. Le percentile de Canopy High Model, pour les fouillous, nous avons aussi le percentile de Canopy High Model, mais aussi nous avons quelques percentiles de variables topographiques. Et pour les couverts mixtes, nous avons la dominance des percentiles de Canopy High Model aussi. Ici, je vais montrer la meilleure combinaison multitemporale pour les trois variables d'intérêt et pour les différents types de couverture. Nous avons vu que pour le taux de l'oreille, la meilleure combinaison pour les trois types de couverts, c'est le 2007-2017. Et ici, on peut voir les coefficients de détermination et les biais. Et pour la surface terrière, nous observons que nous avons des combinaisons plus proches et les coefficients de détermination sont plus bas que pour l'auteur de l'oreille. Et pour le volume, on avait différentes combinaisons aussi. Ils sont plus proches et les résultats sont supérieurs à les coefficients de détermination que nous avons obtenus sont supérieurs à 0,5 pour les trois types de couverts. Et maintenant, Osvaldo va continuer. Oui, ensuite, ce que Caroline a expliqué tout à l'heure, elle a pris son modèle avec 4 acquisitions, un des modèles aussi performants pour les résineux, et notamment pour l'auteur de l'oreille. Donc, elle a entraîné les modèles sur les secteurs que nous on dit 1760, donc depuis le dernier feu, et il a appliqué ces modèles sur le territoire en c'est le secteur 1923. Et ensuite, a fait les contrats. Ils ont entraîné ce modèle avec le secteur 1923 et appliqué justement cette équation de 1760 pour obtenir quelque chose d'équivalent. Donc, il semble que le modèle pour l'auteur de l'oreille en psychiatrie, les résineux, semble relativement bien performé dans les deux cas avec le random forest. La réponse pour la régression linéaire
ensuite est un peu différente. C'est-à-dire les modèles qui étaient construits ou entraînés avec les données 1760, secteur 1760, il y avait une performance plus faible, en fait relativement bonne pour expliquer l'automne de l'oreille en 1923, mais les contrats n'étaient pas très fantastiques pour séquestrer ces données-là. Il faut comprendre dans ce secteur-là, c'est que 1760 est relativement, on trouve environ 1% de pain gris sur ce territoire-là, tandis qu'en 1923, donc plus en début de sécession, il y a 71% en termes de revenus dominés par les pain gris. Donc, est-ce que c'est la régression linéaire qui est moins performante? Est-ce que c'est carrément l'étude de la forêt qui est en question? Donc, c'est des questions qu'on va discuter un peu plus tard. Donc, notamment, ça va bien relativement pour les peuplements retenus. Pour les mixtes et pour les feuillus, évidemment, les performances sont beaucoup plus faibles. Donc, on n'a pas réussi à obtenir de bonnes transférabilités spatiales pour l'automne de l'oreille. Puis, c'est le même cas pour certaines combinaisons surface terrière puis volume. On a les détails de chacune de ces modèles-là. Donc, ce que Carolina a réussi à obtenir, c'est que l'auteur, notamment l'auteur de l'oreille, constitue l'attribut le plus robuste. Je pense que c'est pas étrange à l'effet que l'auteur des canopées est directement en lien avec cette variabilité-là. Et les intervalles intermédiaires, notamment en 2007 et 2017, il vous a partagé les résultats, semblaient suffisamment d'intérêt pour soit un intervalle de 10 ans qui cadre relativement bien avec un peu l'inventaire qu'on fait au Québec, dans chaque 10 ans. Dans cette idée-là, c'est que le modèle de 10 ans pourrait bien performer, quoiqu'il y ait d'autres modèles qui ont bien performé aussi dans l'espace de 20 ans. L'effet d'ajouter plus d'acquisition dans le modèle, quand il arrive, on n'a pas nécessairement un gain en termes de performance dans les modèles. Ça, c'est intéressant de comprendre. Évidemment, les attributs de surface terrière et volume ont été un peu plus erratiques en fonction des combinaisons d'années pour obtenir de meilleures performances. Ça, c'est des choses probablement qu'il va falloir explorer dans un avenir, dans un prochain projet. On pourra aussi en discuter. Random Forest en tout point semble générer des modèles beaucoup plus robustes qui est la régression linéaire multiple qui a été utilisée. En ce qui a trait l'analyse liée à la transférabilité, les modèles en général fonctionnent très bien pour l'automne de l'oreille. Je vous ai montré le cas des retenus. Dans le cas des peuplements mixtes, c'est un peu plus difficile. Et Random Forest, évidemment, c'est elle qui obtient les meilleurs résultats. Donc, en conclusion, c'est le temps de discussion. Donc, prioriser des intervalles 10 ans paraît intéressant, aux 20 ans. Donc, ça pourrait être une question économique, à savoir quel est le coût d'acquisition pour un territoire si grand comme le Québec pour obtenir des modèles robustes. Peut-être on pourrait réfléchir à l'idée de ces survols-là. C'est ça l'idée, c'est ça l'intérêt de ces projets de recherche, de montrer quels sont les avantages et déterminer clairement pour la composition, donc pour tout un gradient de la forêt mixte dans notre cas de figure. Les modèles sont en général prédisent mieux, les performances de chacun des attributs fonctionnent beaucoup mieux pour le retenu mixte, ensuite des feuillus. L'auteur de l'oreille était explicite dans ce que Caroline a montré tout à l'heure. Random Forest obtiennent dans toutes les combinaisons, il y avait 60 modèles plus 8 modèles, donc 66 plus 8, donc ça fait Random Forest était en général performé davantage, quoiqu'il y ait quelques combinaisons pour la régression linéaire était comparable. Et plus d'efforts, je pense que le prochain exercice, il va falloir regarder est-ce que ça nous prend d'autres métriques, mais nous, on a utilisé on a fait une revue de littérature, donc Caroline a fait une revue de littérature pour identifier les métriques les plus utilisées pour les variables d'intérêt. Et il y en avait beaucoup qui étaient liées à la structure, dont
beaucoup en lien avec l'espacement, ce qu'on pourrait considérer comme d'arbres, ou oui, beaucoup en lien avec les percentiles de l'auteur. Et on a intégré aussi certaines variables d'intérêt en lien avec les modèles des terrains. Mais forcément, peut-être dans l'exercice, et ça, c'est des choses qu'on pourrait discuter, des choses qu'on a déjà discutées avec Richard, est-ce qu'il faudrait mieux caractériser l'entrée, c'est-à-dire les données, le modèle, à quel type de configuration structurelle s'applique? Est-ce qu'on peut utiliser ça en fonction de quelque chose qui pourrait être large? Est-ce qu'on pourrait séparer les modèles en fonction de la productivité? Ici, la productivité n'est pas intégrée, quoi qu'il plus ou moins est intégrée dans la performance de la végétation qu'on trouve. Donc, c'est toutes des pistes qu'il faudrait regarder. Et il y a d'autres projets dans lesquels on intègre beaucoup la composition en essence feuillue, avec un gradient de plus en moins de la présence de feuillus dans les modèles. C'est des pistes qui pourraient être, en tout cas, testées. Bonjour tout le monde, je me présente, moi c'est Félix Chabot, je suis étudiant à la maîtrise en informatique à l'Université de Sherbrooke, où est-ce que je travaille avec tous ces joyeux collègues ici. Donc, ma présentation aujourd'hui, ça va porter sur les améliorations sur Helvox. Inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer c'est quoi Helvox. Donc, en fait, c'est ça le sujet de ma maîtrise. Ça repose en fait sur un logiciel existant. Donc, en premier lieu, je vais vous expliquer c'est quoi ce logiciel existant-là. Donc, Helvox, en fait, c'est un outil d'estimation de la structure 3D de la forêt qu'utilisent des lidars terrestres et mobiles. Donc, ici, vraiment, on va s'intéresser à la structure de la forêt et non juste de l'arbre individuel. On veut vraiment avoir une idée là, plus globale d'une placette. Ça ressemble à quoi sa structure en 3 dimensions. Donc, ça prend évidemment des nuages de points en entrée. Donc, ici, ça peut être... ici, je dis zone forestière de 400 mètres carrés, mais ça peut être... peu importe le type de placette que vous avez. L'idée, c'est qu'on prend cette zone de nuage qui est dépris avec un lidar terrestre ou mobile. Ça nous donne un nuage de points. Après ça, on passe le nuage de points dans Helvox et ça nous sort une grille à 3 dimensions de voxel qui contient un indice qui s'appelle le Plant Area Density, qui donne en fait une idée de la surface de végétation à l'intérieur d'un volume. Ici, les volumes, ça se trouve être nos voxels qui sont dans la grille en 3 dimensions. Donc, Helvox, comme j'ai déjà mentionné, c'est déjà un logiciel qui existe. Donc, ici, je vais peut-être faire un petit récapitulatif des origines de ce projet-là, si on veut. Donc, je dirais, une des origines les plus importantes pour la conception du logiciel, c'est le papier de Pimon et al. 2019, qui, en fait, apporte un cadre théorique pour une estimation non biaisée du PAD, en fait. Donc, ici, on va utiliser deux groupes d'estimateurs, là, un groupe qui est basé sur la loi de Beer-Lambert et une sur la fréquence de contact frequency, qui est, je pense, une donnée qui est plus tirée de la foresterie. Donc, en fait, si on y va un peu plus dans le détail, comment on fait cette estimation-là, c'est qu'en fait, on va utiliser les caractéristiques en fait des lidars terrestres et mobiles pour en fait retracer le chemin qu'a pris les lasers. Donc ici, on voit un peu une image, un diagramme de qu'est-ce qu'on veut dire par là. C'est qu'on va subdiviser notre placette en voxels. Ensuite de ça, on va faire des tracés de rayons vers chacun des points en gardant dans notre tracé de rayon chaque voxel lesquels on a eu une intersection. On va comptabiliser la longueur des rayons qui ont été explorés à l'intérieur du voxel. On va comptabiliser aussi le nombre de retours qu'il y a eu à l'intérieur des voxels. Donc ici, on va faire des distinctions selon si on a frappé quelque chose ou non, mais on comptabilise toujours cette information-là. En fait, on va utiliser toute cette information-là pour faire une sorte de ratio là, en utilisant soit la loi de Beer-Lambert ou le contact frequency pour obtenir une estimation qui est non biaisée. Donc, c'est un petit peu ça l'idée ici. Et tout ça, ça a été implémenté par Nguyen et al. En 2022 pour dans le logiciel Computree comme un greffon, en fait, comme un plugin dans le logiciel. Et en fait, ça a été une implémentation du cadre théorique de Pimon et al. 2019, mais dans un logiciel qui était plus axé, je dirais,
plus performant parce que la version de base était faite en MATLAB. Donc, celle-ci, dans Computree étant en C++ à la base, on peut utiliser la plus grande accès à la machine pour faire nos calculs. Donc ici, les résultats avaient été super bons à ce moment-là, quand on a eu le développement de Computree. Donc ici, on voit dans le graphique la ligne bleue, c'est en fait le nombre de retours par rapport à la hauteur, si on veut. Et ensuite, le noir et rouge, c'est les résultats. En fait, le noir, c'est les résultats de LVOX. Et le rouge, c'est la valeur de référence d'une placette virtuelle. Donc ici, on voit que les points ne sont pas nécessairement représentatifs réellement de la structure de la végétation, si on veut. En fait, c'est pas mal ça le but que servait à démontrer en fait ce cadre théorique-là, c'est qu'en en utilisant cette technique-là, où est-ce qu'on retrace les lasers, on peut obtenir une bien meilleure estimation de la vraie répartition de la végétation en 3D. Donc ici, je vais vous montrer peut-être juste une petite démo de. J'ai enregistré de quoi. Peut-être passer très vite parce que je vois que le temps file. Donc ici, je vous montre juste un petit peu le fonctionnement de comment ça fonctionnait dans Computree. Donc ici, première étape que j'ai faite, j'ai chargé une trajectoire parce que là, ici, c'est un lidar mobile. Donc, on va charger une trajectoire en premier. Ensuite, on va charger les fichiers. Donc, je m'en vais chercher les fichiers ici. Ensuite, on va rentrer en fait à chaque fois les paramètres de l'algorithme à travers une interface graphique comme ça. C'est peut-être un peu petit, là, je m'en excuse, mais bon, c'est juste, en fait, l'idée que je veux vous montrer avec ça, c'est un petit peu toutes les opérations que ça demandait à la personne de faire, qui faisait les calculs de faire rentrer tous les paramètres puis partir le calcul. Donc ici, j'ai augmenté la vitesse parce que ça prend quand même un peu de temps de faire ce calcul-là. Donc ici, on fait quand même un tracé de rayon là, pour le nombre de points qu'on a dans le nuage de points. Donc c'est quand même assez lourd en termes de calcul. Ensuite de ça, dans Computree, on peut visualiser directement les retours. Donc ici, on a une visualisation 3D de la grille de voxels. Donc déjà, c'est un petit peu difficile à se faire une tête alentour de ça. Donc ça, c'est pour la version Computree. Maintenant, en termes de limitation de cette version-là, je dirais un des aspects pourquoi on a décidé de faire une nouvelle version, c'est qu'il manque un petit peu d'interopérabilité. Donc, chaque chose qu'on fait comme traitement, généralement, on doit rester dans Computree, sinon il faut sortir un fichier, il faut écrire à partir de Computree un nouveau fichier pour après ça l'importer dans un autre logiciel pour l'intégrer dans sa chaîne de traitement. Donc, idéalement, pour faire des analyses comme ça, on aimerait pouvoir s'intégrer avec d'autres outils. Donc, avoir une meilleure interopérabilité, ça serait quelque chose qu'on aimerait avoir. Ensuite de ça, vous avez vu, il y a beaucoup d'étapes à faire pour partir un calcul. Donc, idéalement, on aimerait réduire la quantité de paramètres nécessaires pour faire les calculs de PAD. Et finalement, la performance, c'était pas le point le plus important pour partir un nouveau calcul. Mais quand même, vous allez voir avec la nouvelle version que je vais vous montrer qu'on est capable d'aller chercher pas mal plus de performance en utilisant quelques astuces. Donc, maintenant, la nouvelle version, en fait, on a deux interfaces. Il y en a une qui est directement en R, donc je vais commencer par vous montrer celle-là. Donc, l'idée, c'est que j'ai sorti le cœur du calcul de LVOX et on l'a intégré dans un package R. Puis ici, en fait, je vous montre juste le code rapidement là, du même calcul que je viens de faire à partir de Computree, ici en temps réel. Donc, ici, on voit, avec seulement quelques lignes de code, j'ai été capable de charger la trajectoire, charger le nuage de points et ensuite de faire un tracé vraiment du profil vertical de ma placette utilisant les données de la grille de voxels. Donc, ça, c'est une des interfaces. On en a une autre aussi qui est en invite de commande. Ici, ce qui est intéressant, ce que je vais vous montrer, c'est que là, je fais le calcul à partir de l'invite de commande. Dans l'invite de commande, la distinction, c'est qu'on sort un fichier qui utilise l'extension HDF5. Et ça nous permet de vraiment avoir une meilleure interopérabilité, justement, à partir d'autres langages qui sont capables de lire ce format de fichier-là. Là, ici, je vais, en fait, charger le fichier dans un logiciel qui s'appelle Napari, qui permet de faire la visualisation de la grille 3D. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est dans le fond, les tracés de rayons là, dans les voxels. Donc, ici, on voit vraiment des valeurs de voxels qui sont colorisées, là, si on veut. Donc, cette nouvelle version-là, elle est disponible déjà sur GitHub, sur
cherchez le projet NeoLvox, vous allez le trouver. On l'a surnommé NeoLvox, c'est la nouvelle version. Donc, j'ai fait la démo. L'interopérabilité, je voulais montrer un petit peu. Là, ça me permet de faire de la visualisation dans un autre logiciel qui est capable de lire du HDF5. La performance, ben c'est ça. La première version de Computree, qui était dans Computree de Lvox, elle se concentrait plus sur déterminer ça allait être quoi le processus de faire le calcul. Donc, on se concentrait pas vraiment sur la performance. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait comme amélioration, c'est que premièrement, le logiciel utilise du traitement parallèle, donc utilise en fait tous les cœurs du processeur, ce qui fait une immense différence en termes de vitesse de calcul. Ensuite, évidemment, le logiciel est vraiment pas aussi complexe que Computree. Donc, juste en baissant la complexité du logiciel, on va bouger, on va avoir moins de pièces qui bougent et ce qui va faire généralement un gain de performance aussi. Et aussi, on a un petit peu on a une réduction quand même assez importante de l'utilisation de la mémoire vive. Je mets rapidement ici des graphes en rose, c'est la version Computree. En vert et en bleu, c'est les deux versions différentes de la nouvelle version d'Lvox. Une qui utilise des grilles creuses, puis d'autres qui utilisent des grilles denses. Donc, généralement, on va aller chercher un peu moins de vitesse avec les grilles creuses, mais beaucoup moins d'utilisation de mémoire. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, ici, je vous ai mis un petit peu le code qu'on a vu dans la version de la démo R que je vous ai faite. Donc, le but, c'était vraiment que ce soit le plus simple possible à utiliser. On a des paramètres clés comme la position des scans, chacun des nuages de points qu'on veut charger. Et ensuite de ça, c'est tout simplement dans la fonction R, on y passe des arguments qui sont optionnels et on peut, par exemple, changer la taille des voxels, changer le type d'estimateur qu'on veut utiliser qui est tiré du cadre théorique de Pi-Montréal. Et ensuite de ça, on peut juste faire plot sur le profil qui est tout fait à l'intérieur du package R. Donc, le but, c'est vraiment que ça soit super simple. Donc, jusqu'à présent, on a deux interfaces, comme je vous ai mentionné. On a l'interface ligne de commande. Donc, ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que c'est vraiment la plus rapide. Elle peut charger tous les types de fichiers imaginables parce que j'utilise une librairie qui s'appelle PDAL. Donc, ça, c'est quand même intéressant. L'exécutable est quand même assez simple, donc on a juste à y passer quelques arguments en invite de commande. On peut facilement l'intégrer dans d'autres langages. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Par contre, elle est un peu moins flexible que la version en R, donc elle ne va pas s'intégrer super, je dirais, de manière transparente dans les environnements R. Donc, il faut faire un appel à un exécutable externe. Donc, ça requiert une étape de plus. Là. Donc, ici, il faut écrire dans un fichier HDF5, puis après ça, charger le fichier HDF5 pour faire son traitement. Et ensuite, l'interface R. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne directement avec la librairie LIDAR, qui est, je pense, celle qui est une des plus utilisées. Là. Donc, ça fonctionne directement avec les objets qui sortent de cette librairie-là. C'est super versatile parce qu'on utilise un langage de programmation. Donc, si vous voulez partir des traitements sur des centaines de fichiers, c'est super facile. On a juste à charger. Vous faites une boucle, puis on fait le traitement en faisant des appels super simples en R. Une autre chose qui est intéressante, c'est que vis-à-vis, par exemple, à la version interface ligne de commande, où est-ce qu'on doit charger le fichier de nuage de points à chaque fois, ici, on peut garder le nuage chargé dans R, puis après ça, faire les traitements, changer des petits calculs, des petits paramètres par-ci par-là, faire ces tests comme ça. Par contre, elle est légèrement plus lente que la version en invite de commande. Et le chargement des fichiers en tant que tel n'est pas pris en charge, c'est fait à travers R lui-même, donc à travers LIDAR ou à travers des lectures de fichiers CSV, par exemple. Ce qui nous reste à faire, je vous dirais, c'est surtout de valider, premièrement, que les résultats sont bel et bien les mêmes que ceux de la version originale. Donc, on a un petit travail de validation à faire à ce niveau-là pour vraiment s'assurer que les deux logiciels sont vraiment égaux. Ensuite, on veut envoyer le package R directement sur CRAN. Donc, en ce moment, il n'est pas disponible sur le CRAN. Il faut aller télécharger le package sur GitHub. Éventuellement, ça devrait être sur le CRAN. Donc, ça devrait être plus facile d'être utilisé grâce à ça. Ensuite, on veut maintenant bonifier le logiciel pour utiliser pour en fait prendre en compte les classifications des points du nuage de points. Donc, par exemple, on veut pas traiter nécessairement les points au sol de la même façon que les points sur du feuillage, par exemple. Donc, on veut traiter ces options-là directement dans le logiciel. Et on veut aussi éventuellement prendre en charge les lidars sur drone. En ce moment, c'est pas, mais ça devrait être quand même relativement simple pour le gérer.
Et finalement, on peut aussi se réintégrer dans Computree. En ce moment, on a dû extraire en fait la couche de calcul de LVOX pour en faire une librairie qui allait être appelée dans R parce qu'en fait, on ne voulait pas avoir les objets nécessairement de Computree. Donc, on veut réintégrer dans Computree aussi par la suite. Bonjour à tous, bien content ici pour Trudifor 2026. Donc, Bastien Menendal, je travaille au centre de foresterie des Laurentides à Québec. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui vise à estimer du volume de bois marchand parcellé en forêt feuillue à partir de lidar mobile. Alors, c'est une collaboration ici entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, donc avec l'équipe de Philippe Avreluc et Steve Bédard, Jean-Romain Roussel, dont vous avez eu une première présentation ce matin, donc de la compagnie Air Lidar, Murray Woods et Margaret Penner, donc Murray qui est un ancien employé de la province d'Ontario, Margaret qui est sa compagnie Forest Analysis, et également l'équipe de Richard Fournier de l'Université de Sherbrooke et Jean-François Côté. Donc peut-être d'abord une brève dia sur le contexte de l'étude, qu'on a eu des réunions il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant avec le ministère des Ressources naturelles autour de la problématique du volume de bois marchand, et à l'époque ils avaient déjà observé donc des écarts importants entre les volumes de bois marchand qui étaient récoltés et ceux qui étaient prédits par les tables de volume. On s'est pensé un peu au niveau de la table. On a discuté ici tous ensemble en se demandant quel type de méthode pourrait être utilisée pour raffiner un peu ici les données prises sur le terrain. Est-ce qu'il y aurait des méthodes qui seraient plus rapides, plus efficaces pour aller chercher du volume de bois marchand? Et on voit qu'à l'heure actuelle, les mesures destructives sont quand même assez limitées également aussi pour estimer la répartition de volume de bois par produit. Et donc les besoins ici qu'on a à l'heure actuelle, et le ministère n'est pas les seuls, c'est vraiment de développer des méthodes qui sont plus rapides, plus efficaces et plus précises, et qui nous permettent aussi non pas juste de caractériser le volume de la tige, mais également le volume des branches, et d'avoir une mesure qui est plus précise, qui est moins potentiellement biaisée qu'une simplification comme on a à l'heure actuelle. Mais également, évidemment, ce que je vais vous présenter ici a beaucoup de potentiel pour plein d'autres applications, comme la géolocalisation des arbres des Gaules, qui est très compliqué à prendre sur le terrain, la compétition des couronnes, la forme et la qualité des arbres, avoir quelque chose de plus quantitatif, la disponibilité de lumière au sol, encore plein d'autres applications qui pourraient être également extraites à partir de ce que je vais vous présenter. Une autre dia sur le contexte est basée sur une première étude qui avait été réalisée il y a quelques années au Nouveau-Brunswick avec l'Institut de recherche sur les feuilles nordiques. On avait développé une première méthode ici qu'on avait validée avec des données de lidar terrestre et des données aussi destructives, où on évaluait différents scénarios d'acquisition de lidar mobile pour enfin aussi aller extraire du volume de bois marchand. Alors la première étude ici, ça a comme constitué une étude sur laquelle on s'est basé pour aller pousser ça plus loin et développer quelque chose de plus opérationnel. Et Jean-Romain l'a déjà mentionné ce matin, moi je vais continuer un peu la présentation ici et montrer des éléments plus quantitatifs, mais d'avoir un pipeline qui se rapproche vraiment de quelque chose d'opérationnel et de beaucoup plus facile d'utilisation que ce qu'on avait développé dans le passé. Je montrerai des slides de ce qu'on avait fait dans le passé versus ce qu'on a à l'heure actuelle. Au niveau du dispositif, donc ça c'est des placettes de l'équipe du ministère, donc de Steve Bédard et Philippe Avreluc. Donc on a sélectionné 8 placettes ici dans le nord-ouest du Québec. Donc pour ceux qui connaissent bien la station de Duchesnay et également de Sainte-Véronique, où on a des placettes d'environ 50 mètres par 50 mètres qui ont été sélectionnées avec majoritairement de l'érable à sucre et du bouleau jaune. Et c'est des placettes qui ont été sélectionnées parce qu'elles allaient être abattues, enfin certains arbres de la placette allaient être abattus avec des coupes de jardinage en automne 2024, mais également en automne 2025. Et dans ces placettes, ici des deux dispositifs, on a une centaine d'arbres qui ont été sélectionnés. Donc, comme je disais, une soixantaine d'érables à sucre, une quarantaine de bouleaux jaunes. Donc, vous voyez la répartition ici avec en X les diamètres hauteur de poitrine et en Y les hauteurs. Donc, des arbres qui font entre 10 cm et 65 cm de diamètre et d'une hauteur de 8 à 30 mètres environ pour ces différents sites. Donc, on voit qu'on a quand même une bonne répartition ici des différentes essences et aussi sur la classe de diamètre et de hauteur. Et donc ces arbres ont été sélectionnés avant l'abattage, avant le scan lidar évidemment, pour être abattus. Et donc on a à la fois un inventaire pré-abattage et un inventaire post-abattage, où pour l'inventaire pré-abattage, on a toutes les données de localisation de ces arbres, de diamètre, de hauteur, système de classification et tout l'inventaire du ministère qui est habituellement pris pour ce genre de données, collectées par Philippe et son équipe. Et également des données d'abattage,
qui ont été réalisées ici après le scan en automne, où là, on a à la fois des données des arbres qui ont été abattus manuellement, mais aussi profité de ces abatteuses quand le contexte le permettait. Et donc, toute une équipe de terrain qui a fait un travail monstrueux pour aller mesurer ces arbres. Je les encore remercie. J'aurai quelques photos à la fin qui vous montreront ce travail. Où globalement, pour chacun des arbres, on a des mesures destructives par section, où on a des mesures non pas juste de la tige principale, mais de la tige principale jusqu'au volume marchand. Donc tout ce a été mesuré jusqu'à un diamètre fin bout de 9 cm. Donc on a ici des mesures qui sont classifiées comme tige ou comme branche. Et donc on peut aller extraire à la fois du volume juste de la tige marchande, donc jusqu'à 9 cm fin bout, mais également du volume marchand qui tient compte de la tige et des branches marchandes. Au niveau du lidar mobile, donc ça c'est un scénario qui était dérivé de l'article que je vous ai présenté dans la première slide. On a adapté un peu le scénario ici pour des placettes de 50 mètres par 50 mètres. C'est un scénario qu'on commence à reproduire beaucoup avec l'équipe de Richard Fournier, donc Amélie, Camille, etc., où en fait on fait des virées parallèles espacées d'environ 10 mètres avec du lidar mobile. Le schéma que vous voyez en haut à gauche est le schéma théorique. L'acquisition que vous voyez en haut à droite avec en vert, c'est la trajectoire du lidar mobile, où en fait ça met environ une quinzaine de minutes pour une placette ici de feuilles matures au niveau de l'acquisition. On parle d'1h45 de préparation de site. J'y reviendrai un peu après, mais quand je parle de préparation de site, c'est qu'on établit des layons. En fait, on met des flags aux extrémités puis à la milieu de la placette pour faciliter la navigation de l'opérateur et lui permettre de faire des virées quand même assez systématique ici espacé de 10 mètres. Ce qui fait donc ça 15 minutes de scanning, une taille de 4 gigas, 60 000 points par mètre carré avec du lidar mobile. Et on établit aussi des cibles qu'on peut mettre sur le terrain pour géoréférencer la donnée. Alors j'y reviendrai après au niveau de ces cibles, mais on a développé un nouveau package qui nous permet de se passer de beaucoup de travail terrain au niveau du GNSS. Mais globalement, à quoi ça ressemble ? C'est donc la technologie de lidar mobile, pour ceux qui n'ont pas vraiment encore vu. Je pense pas qu'on a montré on en parle beaucoup ces temps-ci, on n'a pas montré d'images. Ça ressemble à ça, c'est un capteur qu'on peut prendre à la main dans ce cas-ci, avec une tête rotative et un écran ici qui peut être un smartphone, une tablette ou autre, sur lequel on peut voir l'acquisition en temps réel, mais aussi la trajectoire. Et dans notre cas, donc nous, les arbres études qui ont été sélectionnés, on les a marqués avec un ruban rétro-réfléchissant, mais ils ont également été collectés avec des données GNSS. L'idée du ruban rétro-réfléchissant, c'est de pouvoir repérer l'arbre étude dans le nuage de points, parce que ça a une intensité très forte, et donc ça ressort fortement dans le nuage de points. Donc on sait que les GPS sont pas toujours très précis, donc avoir ce ruban, ça nous permet vraiment d'être sûr d'avoir le bon arbre étude pour comparer des mesures terrain avec des mesures lidar. En bas à droite, c'est une image d'un opérateur ici du ministère qui collecte la donnée. Et en bas à gauche, c'est une tranche de nuage de pointe de 7 mètres de large qui vous donne un peu une idée du type de forêt dans lequel on travaille. Donc ici, c'est avec des forêts matures, quand même assez représentatives de ce qu'on peut trouver au Québec sur à la fois du Chesnay et Sainte-Véronique. Et les données ont été collectées hors feuilles, ici en automne. Sur le site de Sainte-Véronique, on était dans un couvert partiel parce qu'il y avait encore des feuilles qui restaient. Donc on a deux sites un peu différents à ce niveau-là. Au niveau de la méthode, donc ça c'est la méthode globale ici où je vais passer chacune des étapes. C'est une méthode donc, qui a été dérivée du premier article qu'on avait fait où on a travaillé beaucoup avec Jean Romain pour développer quelque chose de bien plus automatisé. Donc maintenant, la plupart de la méthode se fait vraiment dans R. La seule étape qui se fait pas dans R, c'est l'acquisition de la donnée qui évidemment se fait avec le logiciel propriétaire. Dans notre cas, c'est Faro. Ça pourrait être un autre type de lidar comme Overmap ou autre, mais là ici nous on travaille avec Faro. Mais après, toute l'autre partie du pipeline se fait directement à travers R et via des packages. Alors la toute première étape, c'est de géoréférencer la donnée. Pour ça, donc j'ai parlé que si on n'a pas de données lidar aérien qui existent et qui sont disponibles, sauf qu'ici c'est le cas pour la province du Québec, on est obligé sur le terrain d'aller mettre une série de 5 cibles et de prendre leur position GPS, de passer dans le logiciel propriétaire et d'utiliser ces cibles pour géoréférencer la donnée. Par contre, si on a une donnée aérienne qui est déjà géoréférencée, comme c'est le cas ici pour la province du Québec, pour toute la France maintenant, on a développé un package en collaboration avec l'université de Sherbrooke et c'est Camille qui vous en parlera. Je vais vraiment juste passer très rapidement. C'est un package qui nous permet d'aligner directement la donnée de lidar mobile sur des données aériennes.
Et comme Camille va le présenter juste après moi, en fait, voilà, je lui laisserai ça pour le moment, il va vous donner les détails. Mais globalement, ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur le terrain parce qu'on n'a plus besoin que d'une cible ou d'un point GPS qui est géoréférencé pour pouvoir utiliser le package, donner le lidar mobile en intrant, le point GPS, aligner la donnée et ensuite passer dans le logiciel Arbor que Jean-Romain vous a présenté ce matin, où l'idée c'est de faire toutes les étapes de A à Z jusqu'à la computation des QSM, où vraiment on a une étape de pre-processing, où on peut pré-traiter la donnée, créer les modèles numériques de terrain, décimer la donnée, faire de la segmentation sémantique par la suite. Ici, c'est vraiment juste bois-feuillage pour le moment. Une segmentation d'instance qui, là, vise vraiment à segmenter les arbres individuels. Donc ici, l'instance, c'est vraiment l'objet, c'est l'arbre. Et puis ensuite, créer les modèles quantitatifs de structure à l'échelle de la placette, dans ce cas-ci, pour enfin aller dériver une série d'attributs ici qui nous intéressent. Bon, il y a probablement plein d'autres attributs qu'on peut aller extraire, mais on se focalise essentiellement sur le diamètre autour de poitrine, la hauteur, le volume total ici qui n'a pas été validé parce qu'on n'a pas les mesures des branches fines, mais bon, ça peut être un prochain travail. Mais on validera surtout ici le volume marchand opérationnel, donc comme je l'ai dit jusqu'à 9 cm fin bout, et aussi le volume de la tige principale, et qui ont été validés ici avec des données destructives collectées par les équipes du ministère. Et donc l'idée c'est aussi de, par la suite, j'ai déjà généré, mais j'en parlerai pas beaucoup ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais de comparer ces données-là et de faire un benchmark avec TriQSM et Archie pour voir un petit peu l'ordre de grandeur, enfin l'ordre de billets et d'erreurs qu'on peut avoir comparé à un des algos les plus utilisés ici à l'échelle mondiale, qui est TriQSM évidemment. Ce qui est intéressant peut-être par rapport à ça, c'est au niveau pratique, combien de temps ça nous prend exactement sur le terrain. Donc ici, vu que pour le moment on peut utiliser LiDAR Alignment pour aligner les placettes et les géoréférencer, on gagne déjà beaucoup de temps sur le terrain au niveau du GNSS, mais ça prend, comme je dis, le temps de préparation 1h45, ça c'est si les layons n'ont pas été établis, hein. Si les layons ont déjà été établis à l'avance, on pourrait gagner du temps. Mais le scanning ici dans une placette d'1 quart d'hectare, on parle d'environ une quinzaine de minutes. Évidemment, si les placettes sont plus denses, plus complexes, on peut augmenter aussi potentiellement le temps de scanning ou la préparation. Hein. Data transfer, donc ça c'est une fois arrivé dans le bureau, il faut transférer la donnée, gérer les dossiers, le pre-processing de la donnée brute, c'est un autre 15 minutes. Donc on parle d'environ 2h30 ici pour une placette d'1 quart d'hectare. Et après, une fois que la placette est pré-traitée par le logiciel propriétaire, on passe dans LiDAR Alignment, Arbor, etc. Là, j'ai une DIA en annexe, si vous voulez, où j'ai chacun des temps de traitement pour les 8 placettes. Et globalement, c'est environ ici une trentaine de minutes de la donnée brute aux données ici qui sont à l'échelle de l'arbre. Donc on parle d'environ, dans nos placettes ici matures, d'environ 500 à 700 arbres par hectare. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un temps de computation QSM qui est d'environ 4 minutes pour ces 500-700 arbres, ce qui évidemment change la donne de ce qu'on avait pu faire dans le passé. Moi j'avais travaillé beaucoup avec TriQSM où pour une centaine d'arbres, on est plutôt à peut-être 6 heures de traitement, parce que c'est un processus itératif qui sélectionne le meilleur QSM parmi beaucoup de combinaisons de paramètres. Ici, on est beaucoup plus rapide. Ce qui est intéressant, on peut vraiment utiliser ce QSM pour plein d'applications différentes. Donc ça vous donne un peu une idée. Au total, peut-être 3 heures par placette ici pour prendre la donnée et ici la processer. Une fois que le script est construit, évidemment, on peut lancer ça en batch et lancer ça sur chacune des placettes. Ça, c'est la slide de 2025. J'avais peut-être présenté Data 3D4 ou d'autres conférences pour donner une idée. C'est l'ancienne, c'est ce sur quoi on s'est basé pour transformer un petit peu le protocole et faire beaucoup de travail avec Jean-Romain pour avoir quelque chose d'automatisé. Ou à la base, on utilisait Cloud Compare, R, Faro, SimpleTree aussi dans Computree et MATLAB pour générer les différents modèles. On était plutôt aux alentours de peut-être 10 heures de traitement. Et ici, dans ce cas-ci, c'était une segmentation manuelle qu'on a fait juste en termes purs de validation pour ne pas avoir d'impact de la segmentation sur les résultats. On voit que juste pour segmenter une quinzaine d'arbres dans 1 quart d'hectare ici, ça prend un temps fou. Moi, ça me prenait presque 4 heures, 4 heures et demie pour une quinzaine d'arbres. Là, on est capable de générer ça à large échelle très rapidement de manière automatique. Ça donne un petit peu une idée de l'évolution ici par rapport à l'année passée. Ici, c'est juste une petite vidéo sur une des placettes de Duchesnay d'1 quart d'hectare. On prend un buffer ici d'environ 10 mètres. Où, à la fin, c'est ce type de output qu'on peut avoir. Donc, une segmentation d'instance, segmentation sémantique ici, classification donc bois, feuillage. Et en dernière étape, les modèles quantitatifs de structure. Donc ici, c'est des QSM. À savoir qu'il y a aussi une topologie pour ces QSM. Donc, on sait quelle est la branche principale, les branches secondaires, etc. Un peu comme avec TriQSM pour ceux qui connaissent.
Et ça, c'est donc l'ensemble des arbres études, donc les 100 arbres dont je parlais ici, qui sont segmentés de manière automatique par le logiciel. Et donc on voit ils sont triés par ordre de grandeur. En haut à gauche, les arbres les plus grands, et en bas à droite, les arbres les plus petits. Où on a ici les deux sites qui sont combinés. On voit d'ailleurs même que le houppier est un peu plus clairsemé dans les données où je parlais qu'il y avait un houppier qui était, enfin un feuillage qui était un peu partiel. Au niveau de l'algo de segmentation, ce que j'ai pu repérer, c'est que pour le moment, il y a 2 arbres qui ont été omis. C'est un peu des fausses omissions. L'idée, c'est des petits arbres qui ont été mergés avec des arbres commerciaux. Donc, on sait que là-dessus, il y a peut-être encore un peu de travail à faire, mais globalement, c'est des arbres juvéniles qui ont été mergés. Et la définition de l'arbre sera peut-être à revoir aussi par rapport au mètre 30 au niveau forestier, mais 2 omissions ici et 2 arbres pour lesquels les couronnes ont été, entre guillemets, cassées par l'algorithme et assignées à une autre couronne. Donc, globalement, un très, très bon travail de l'algorithme ici sur les 100 arbres études. Si j'avais dû faire ça manuellement, comme je disais, ça m'aurait pris des jours. Et ça, c'est une visualisation en 2D d'un QSM. Donc, c'est des cross-sections. J'ai un zoom par la suite, mais c'est les sections entre les cylindres qui sont représentées comme des cercles ici qui fit sur les arbritudes. Donc, on peut voir une vision globale. Alors, si je zoome un peu dedans, donc ça, c'est les arbritudes ici. J'ai pris ceux à la moitié au niveau de la taille, là, une vingtaine de mètres ici, avec les cross-sections des QSM qui sont fités. On peut voir un peu le travail que fait l'algorithme ici, même sur des données qui sont un peu clairsemées dans le houppier. Donc, quand même un bon travail de l'algorithme de QSM. Au niveau des résultats préliminaires, alors donc ça c'est le résultat pour le diamètre hauteur de poitrine avec en X, en haut à gauche, donc en X le diamètre mesuré sur le terrain, en Y le diamètre qui est mesuré par le lidar, et pareil après pour les hauteurs avec en X la mesure de référence terrain et en Y la hauteur du lidar. La hauteur ici était mesurée sur les arbres qui ont été abattus et donc après mesuré avec une règle forestière. Et j'ai les données aussi pour les données qui ont été mesurées avec le vertex. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour le diamètre et la hauteur, c'est quand même très très bon. On voit, Jean-Romain parlait de la donnée avec le vertex. On sait qu'évidemment en feuillu, c'est plus compliqué d'aller chercher le top des houppiers. On voit déjà une répartition un peu plus ici qui s'écarte un petit peu de la ligne 1-1 avec les données du vertex, mais globalement un bon travail de l'algorithme. Les 2 arbres ici qui sont des outliers au niveau de la hauteur, c'est les arbres cassés dont je vous parlais. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on peut générer des QSM très rapidement à l'échelle de Placette, c'est qu'on a développé un algo pour le diamètre hauteur de poitrine qui utilise un fitting de cercle sur une tranche de point, mais qui a aussi des règles derrière qui utilisent le QSM pour éviter des outliers. Parce qu'on sait que quand on fit des cercles au niveau des tranches de point, si on a de l'occlusion, si on a du bruit, on peut vite des fois avoir des gros outliers. Ici, on peut bénéficier du QSM et de la tranche de point et d'un cercle. Et ce qui fait qu'on a des mesures de diamètre qui généralement sont quand même un peu plus robustes. Peut-être une chose qui est intéressante sur ce graphique-ci, c'est qu'on voit ici qu'avec les données de hauteur, on s'écarte un petit peu de la ligne 1-1, on a de plus grosses erreurs. Pour l'étape de volume dont je parlais au début, évidemment, on utilise quoi en intrant? On utilise la hauteur, le diamètre et l'essence. Puis évidemment, si la hauteur est biaisée, ça entraîne aussi potentiellement des biais dans les prédictions de volume. Plus intéressant encore, je pense, c'est ici les résultats préliminaires. De nouveau, donc l'algo est prêt pour le moment à être utilisé. Maintenant, on a encore des étapes qu'on aimerait rajouter. Donc, ça va être amené à évoluer dans le temps. Pour le volume marchand opérationnel, donc à gauche d'abord, donc sur de nouveau en X, c'est le volume opérationnel mesuré sur le terrain de manière destructive, et en Y, c'est ce qui était mesuré avec le lidar mobile. Pareil pour le volume de la tige sur le côté droit. Donc, ouais, pour le volume marchand, globalement, on a un RMSE d'environ 15%, un biais de moins de 5%, qui se rapproche un peu des résultats qu'on avait eu il y a quelques années, mais ici de manière automatique, on pourrait potentiellement générer ça à l'échelle de la placette entière. Là, c'est sur les 100 arbres études, si on avait des mesures destructives. Au niveau de la mesure de la tige, on est aussi aux alentours de 15% de RMSE, un biais ici qui est un peu plus élevé avec une certaine sous-estimation. L'hypothèse que j'ai pour le moment, c'est que on a potentiellement des erreurs de topologie entre la tige principale qui est mesurée sur le terrain et la tige ici qui est mesurée par l'algo. Parce qu'on voit qu'au niveau du volume marchand, donc qui comporte les branches plus la tige, on n'a pas cet effet de biais négatif. Bon, à creuser, hein, comme je dis, c'est des résultats préliminaires. On va pouvoir analyser tout ça un peu plus en détail dans les quelques semaines qui suivent.
Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est si on compare maintenant juste en termes de terrain et de volume prédit, donc en X, le volume destructif mesure sur le terrain, en Y, les tables de volume. On voit qu'ici, avec les tables de volume, on a un biais d'environ presque 20%. Donc une bonne sous-estimation ici des tables de volume. Et c'est exactement la même relation qu'on a avec le lidar mobile, à savoir qu'ici, on a vraiment une certaine tendance des tables de volume, dans ce cas-ci, à sous-estimer le volume. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que lorsqu'on compare ici que les données de lidar mobile, on est beaucoup plus proche des données destructives. Peut-être dernière dia ici. Donc, les messages clés de la présentation, je dirais que les résultats démontrent une sous-estimation du volume marchand des tables de volume par rapport à la fois aux mesures destructives et aux mesures MLS, qui est quand même pas négligeable. On voit ici, c'est une vingtaine de pourcents. Avec l'équipe de Philippe, eux, ils avaient détecté des fois des différences jusqu'à 40%. Là, on voit petit à petit qu'on a un outil ici qui pourrait servir d'alternative très rapide, très, très efficace pour aller justement estimer ce volume de bois marchand qui est compliqué à aller chercher sur le terrain. Un package R qui est en cours de déploiement, donc vous l'avez vu ce matin avec Jean-Romain Roussel, qui a pour but d'être facile d'utilisation. Évidemment, c'est amené à évoluer dans le temps aussi avec d'autres collaborations. On pourra probablement pousser ça encore plus loin. Donc, il viserait à traitement de données lidar et mobile. Là, c'est une application ici, le volume de bois marchand. On peut aller chercher beaucoup d'autres attributs qui sont intéressants pour plein d'autres applications. Et les améliorations qui sont prévues à l'heure actuelle, donc comme je disais, la topologie de la tige principale, on pourrait peut-être faire du post-traitement, détection des fourches, une meilleure séparation des petits arbres juvéniles qui viennent se greffer aux arbres dominants, ça on l'a vu aussi que ça pourrait être amélioré, donc c'est là où on en est pour le moment. Et je voulais surtout terminer là-dessus sur une dia pour remercier toutes les équipes de l'Université de Sherbrooke, du ministère, tous ceux qui ont participé au projet. C'est énormément de travail qui a été fait sur le terrain pour ces 100 arbres études-là en feuillu. On sait que c'est pas facile d'aller collecter ces données. Pareil pour le lidar mobile, un gros travail qui a été fait. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés sur ce projet. Également, Point Cloud Solutions, qui est le fournisseur de services qui nous a permis de développer la technologie. L'Institut de recherche sur les feuilles nordiques et qui on a initié le projet. L'Ozon et puis station touristique du Chênay. Olivier Martin, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce projet. Donc, moi, je vais vous présenter le fameux algorithme Lidar Alignment. Donc, il a été développé par Jean-Romain de Air Lidar et je fais partie de l'équipe de Richard Fournier à l'Université de Sherbrooke et voilà, je mentionne aussi Giovanni qui m'a aidé à la validation des alignements. Donc, la situation type dans laquelle je suis certain que vous êtes tous dans au moins une des situations que je présente ici. Vous avez des données ALS aériennes, terrestres fixes, terrestres mobiles, des données drones, des données avec feuilles, sans feuilles, ou des données d'acquisition de différentes années, et le tout sur la même placette. Et donc, vous voulez combiner ces données, les aligner, c'est-à-dire faire correspondre les zones verticalement ou horizontalement pour pouvoir combiner les données ou les comparer. Et donc, c'est le propos de logiciel d'alignment développé par Air Lidar, qui est déjà disponible sur GitHub, donc qui est un package R open source. C'est un algorithme qui a été développé pour prendre tout type de scan de forêt en entrée, comme je vous l'ai mentionné au départ, qui ne fonctionne pas avec des hypothèses sur la structure des données. En tout cas, il fait simplement l'hypothèse que c'est une structure forestière et qui ne prend pas paramètres en entrée. Donc les outils classiques d'alignement, je ne sais pas si vous avez déjà été dans la situation du monsieur sur la vidéo, moi oui pour l'alignement. Donc si on fait l'alignement manuellement avec Cloud Compare, typiquement, ça peut être assez long. Donc là, je me suis mesuré, j'ai pris 10 minutes en faisant 100% manuellement et on peut utiliser l'alignement manuel pour commencer et un ICP, donc une méthode semi-automatique qui va essayer par itération de matcher deux nuages de points. J'ai pris 3 minutes. Donc c'est faisable de faire à la main ou avec des outils classiques, mais ça demande de la pratique, ça demande de la paramétrisation et ça peut être très laborieux si on a des dizaines, voire des centaines de placettes. Donc ce qu'on propose ici avec cet algorithme, c'est de faire ça sur R de manière 100% automatique et sans avoir à se casser la tête ou à devoir apprendre tous les rudiments de Cloud Compare ou des ICP. Donc, Lidar Alignment prend en données d'entrée deux nuages de points issus de la même placette, forcément, et centrés sur le même point avec une erreur d'appréciation autour de 10 mètres. Donc, il faut quand même avoir un seul point GNSS, peut-être le point central si vous faites un scan sur le terrain,
Et vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 points et vous n'êtes pas obligé d'avoir un point GNSS ultra précis. Je vois un petit warning. Si jamais votre sol est mal échantillonné, par exemple pour un scan aérien, c'est important que les points soient déjà bien classifiés au départ. Alors peut-être que Jean-Romain pourra dire un mot, il a un peu amélioré l'algorithme, mais on a vu que c'était un point qui pouvait être critique. Et c'est important, si les nuages de votre point sont mal échantillonnés, par exemple si vous avez un scan terrestre, en bordure, il va être moins bien échantillonné. C'est important d'indiquer un rayon de détourage ou de fournir une donnée déjà détourée dès le départ. Donc une fois qu'on a tout ça, je vais aller assez vite sur le fonctionnement général. Vous pouvez aller voir sur le GitHub de LiDAR Alignment. Mais dans l'idée, LiDAR Alignment va décimer pas mal le nuage de points et créer un modèle de canopée et un modèle de terrain pour avoir une représentation qui soit vraiment minimale, simple et, je dirais, universelle de la placette forestière. Donc, pour le scan de référence ou pour le scan qui va se déplacer. Et l'alignement lui-même, pareil, vous pouvez aller voir sur le site sur GitHub pour aller dans le détail. Et dans l'idée, on aura des approches d'alignement brut. Donc, on va tester toutes les rotations et toutes les translations possibles. Puis des approches itératives, donc qui vont utiliser le fameux ICP. Et en ciblant les structures fondamentales, vu qu'on va cibler la canopée et le sol. Et éventuellement, si on a 2 scans terrestres, l'algorithme va faire un alignement extra fin en se basant seulement sur les troncs, donc qui vont être détectés automatiquement. Pour valider l'algorithme, j'ai utilisé des placettes étudiées par Amélie Juckler dans sa thèse, qui va présenter, je pense, un peu en détail des placettes plus tard dans le séminaire. Donc c'est des placettes de l'Est canadien avec des résineux, des feuillus, des plantations, de la régénération, avec des diamètres qui vont de 10 à 35 cm et une densité très peu dense à très dense, avec des placettes organisées en sous-étages avec de la diversité et des placettes très plus simples avec un seul étage. Donc une grosse diversité qui représente l'Est, les forêts de l'Est du Canada. Et en termes de données d'acquisition, on a des données MLS et TLS acquises donc par Amélie, et des données ALS du gouvernement, et des données ULS du gouvernement aussi, il me semble. Et donc pour les données MLS et TLS et certaines placettes, on a eu des répétitions avec et sans feuilles, ce qui au total sur toutes nos placettes nous donne environ 230 alignements. En fait, il y en a encore plus, mais j'ai pas eu le temps de valider tous les alignements, donc je vais présenter les résultats pour 230 alignements de tout ça. Donc les résultats d'alignement, on a un taux de réussite très très bon de 99%, donc on n'a eu que 2 échecs sur les 230 alignements. Ça en moyenne, l'alignement prend 16 secondes, donc c'est très rapide. Dans ces 16 secondes, je ne prends pas le temps de chargement des nuages de points et d'enregistrement des nuages de points alignés, parce que c'est ce qui prend tout le temps, mais ça, on peut pas l'améliorer. Et vous voyez que j'ai découpé les résultats en termes d'alignement parfait. C'est-à-dire, une fois que je les ouvre dans Cloud Compare visuellement, manuellement, je ne peux pas améliorer l'alignement. Il y a des alignements que j'ai classés comme erreurs résiduelles, c'est-à-dire que c'est globalement aligné, mais il y aura une petite imperfection, on peut l'améliorer manuellement, même si c'est parfois assez mineur. Et il y a les alignements en échec où l'algorithme il est à l'ouest. Et c'est une minorité. Donc pour tous les cas de figure, MLS sur ALS, MLS sans feuille sur MLS, TLS sans feuille sur TLS, TLS sur ALS, on a eu vraiment des très bons résultats. Un petit peu plus d'erreurs sur MLS sur ULS, même si c'était bon dans l'ensemble. Sur TLS, sur MLS, c'était bon aussi. Et voilà, toute l'erreur est concentrée sur l'alignement TLS sur ULS. En fait, c'est les scans d'un de nos sites où on a vraiment du monoscan, donc un seul scan. Et donc, c'est une donnée avec énormément d'occlusion, de la donnée très bruitée et globalement de la donnée de mauvaise qualité. Donc, même sur ces données de mauvaise qualité, on a eu... moi, je dis que c'est des succès. Je vais vous montrer des exemples après. Donc, il y a un petit peu d'erreur résiduelle, mais ça marche quand même. Donc, là, je voulais vous mettre un peu des exemples. Je ne sais pas si ça rend bien avec la compression du séminaire. Donc là, c'est un exemple de nuage de points aérien en blanc, aligné sur un nuage de points. C'est le nuage de points mobile en orange qui a été aligné sur le nuage aérien. Donc on voit qu'il y a un match des couronnes, de la hauteur, il n'y a aucun souci.
Ici, c'est un match lidar mobile en orange sur le lidar terrestre en violet. Donc on voit qu'il y a plus d'occlusion en violet et plus de dispersion des points en orange. C'est normal par rapport à la nature. Donc, pas eu de problème sur l'alignement. On peut faire matcher que ce soit la canopée. On peut aller à un niveau plus fin avec les troncs, les branches, etc. Le troisième exemple, c'est assez intéressant. C'est un nuage mobile en orange encore sur un nuage sur drone en bleu. Donc on voit que l'algorithme a réussi à faire matcher la structure générale sans problème, que ce soit le sol et la canopée. Donc on a même des arbres où on a que le tronc et le bas des branches pour le mobile et que la canopée pour le drone. Donc en fait, on voit que l'algorithme arrive à faire matcher les arbres, en fait faire matcher généralement en placette, mais même si les arbres les acquisitions sont vraiment complémentaires et il n'y a pas d'overlap tant que ça, quoi. Et enfin, un autre exemple avec un alignement sans feuilles avec feuilles, que ce soit en MLS, en TLS, et donc ça fonctionne. Pour ce qui est de l'erreur résiduelle dont je voulais parler, dans 90% des cas, on est à moins de 5 cm. Et 98%, on est à moins de 20 cm pour ce qui est de l'erreur verticale. Ici, je vous donne un exemple d'erreur verticale à 13 cm. Donc c'est remarquable, mais vraiment pas dramatique. Et ça va dépendre ça va dépendre de votre utilisation. Est-ce que cette erreur-là elle est acceptable ou pas? Est-ce qu'elle doit être corrigée manuellement ou pas? L'erreur latérale, ici je vous ai mis un exemple pour une erreur latérale de 11 cm. Encore une fois, on peut voir l'erreur, mais ça pose aucun problème si on s'intéresse qu'au profil vertical, par exemple. Ça peut poser peut-être des questions si on veut faire isoler les arbres individuels. Ça mériterait d'être corrigé. Et encore une fois, on en a dans 95% des cas moins de 5 cm d'erreur. Et on a l'erreur angulaire aussi, qui est assez similaire à l'erreur latérale, en fait. Dans 98% des cas, on a moins d'un demi-degré d'erreur angulaire. Et voilà, je vais vous donner une placette, un exemple d'erreur angulaire, où des endroits où ça fit et des endroits où ça fit pas à cause de cette erreur d'angle. Et enfin, voilà, pour les deux échecs qu'on a eus, c'est des cas limites. Donc ici, c'est le nuage terrestre à gauche et mobile à droite pour la même placette où il y a eu un échec. Et on peut comprendre d'où vient l'échec, c'est que le sol était extrêmement plat. Donc il n'y a pas de structure de sol qui vont permettre à l'algorithme de trouver des bosses ou des creux. Et la canopée était mal échantillonnée pour le lidar terrestre, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'occlusion, donc ce qui paraît que l'algorithme manquait de bosses ou de creux au niveau des modèles de canopée pour correctement aligner les deux. Donc il faut s'assurer d'avoir une canopée suffisamment échantillonnée avec pas trop d'occlusion si vous voulez que ça marche. Donc je remets la slide de résultat, ça met un peu en perspective tout ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que ce que j'ai nommé erreur résiduelle, c'est voilà, quelques centimètres ou quelques demi-degrés d'erreur. C'est quand même des alignements plutôt réussis dans l'ensemble. Et donc, pour résumer, on a un alignement de scan forestier pour des placettes dont on connaît la localisation approximative, pour des scans multitemporels ou multimodaux, avec des données qui peuvent être de mauvaise qualité, même s'il faut éviter, mais ça marche quand même assez bien dans la plupart des cas. Et surtout, sans paramètres, 100% automatique.